officiellement bonjour. Dans un premier temps, je tiens à remercier très sincèrement Myriam pour la qualité de l'organisation, pour la grande exigence et la grande cohérence dans leur disparité apparente des textes qui ont été donnés ici. Et voilà, c'est quelque chose d'important de rappeler que l'organisateur d'un colloque est un espèce de grand architecte ou de grand horloger ou de chef d'orchestre, c'est selon. Plusieurs métaphores sont possibles. Et voilà, c'est un rôle qu'on partage à tour de rôle pour certains d'entre nous ici. Et on sait que c'est un gros travail. Et donc, je tenais à le remercier. Alors, surtout, j'ai l'impression, parce que ça fait plusieurs fois que nous sommes quelques-uns ici à nous croiser par-delà les continents. Ça fait très David Lodge, mais c'est vrai qu'on s'est vu il y a un an. Donc, on s'est vu il y a un an à Québec. On était il y a quelques mois à Orléans. On est aujourd'hui ici. Et j'ai l'impression qu'il y a une communauté diasporique, pour le dire comme Dayan et Katz, qui étudie les rites, un collège invisible aussi, on fait référence là à Palo Alto, qui s'intéresse vraiment à ce rite comme concept objet, comme concept outil, et je crois que tout ça ne demande qu'à être encore un peu plus formalisé, et on a presque pris rendez-vous pour l'année prochaine. Alors c'est pas l'année prochaine à Jérusalem, mais ça sera l'année prochaine peut-être à Dijon, mais en tout cas je crois que quelque chose vraiment est en train de se mettre en place. Alors je veux pas faire de promesses, c'est juste une proposition, je veux pas non plus voler au secours de la victoire, puisque la victoire aujourd'hui c'est la tienne, mais en tout cas voilà, je crois qu'il tient qu'à nous de formaliser encore un peu plus cette étude des rites, qui en plus dans notre perspective est potentiellement et surtout très opportunément interdisciplinaire. Et c'est vrai que je crois qu'on a une liberté dans l'heuristique de l'approche que nous avons, on a une liberté en ayant des approches interdisciplinaires, qui est notre fait à tous, qu'on n'aurait pas forcément en étant dans le strict cadastre d'une discipline instituée. Voilà. Et je trouve ça très, très intéressant. Voilà. Donc, dans l'atelier de l'auteur, c'est donc le titre de cette conférence, et donc le sous-titre en est « Modalités contextuelles et procédures ritualisées de la création intellectuelle ». Alors c'est une grande nouveauté, depuis 20 ans je faisais des PowerPoint, et puis là je suis revenu inspiré par la conférence comme rite, pour le coup, et non pas comme cours. Le PowerPoint induit quand même un rapport beaucoup plus pédagogique, donc je suis revenu à un texte entièrement écrit. Alors c'est un peu plus ritualisé, puis on gagne du temps sur la publication, donc c'est la deuxième vertu de... Et j'ai quand même, on ne peut pas quitter complètement ces vieilles habitudes, alors j'ai juste un PowerPoint illustratif. Voilà. Donc certains des ouvrages qui viennent d'être cités, que j'ai écrits dans la sphère des rites, et je prépare pour l'année prochaine une synthèse de 25 ans de travaux justement sur les rites, avec un gros apport théorique et puis des études de cas. Voilà. Donc, retour sur le titre, qui est une référence directe à René Char. Je vais essayer de vous faire pénétrer, non dans l'atelier du poète, mais dans celui du chercheur, bref, un idéal type de nous tous réunis ici, cet auteur faisant acte de création intellectuelle. Étant entendu que la production théorique écrite relève d'un artisanat. On tâtonne, on rature, on reprend, bref, 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Il y a maintes similitudes entre l'écriture littéraire et l'écriture théorique. La fiction remplace le terrain, mais finalement, bien des points de convergence, avec des acteurs, des histoires, des intrigues, pour appeler ça des déterminismes, des ressorts cachés. Angelo Rinaldi affirmait que la littérature, c'est une dépression nerveuse dominée par la syntaxe. Je complète en affirmant souvent que la recherche, c'est une névrose obsessionnelle dominée par la méthode. Aujourd'hui, je vais évoquer des rites individuels, alors que d'habitude, ceux-ci renvoient implicitement à la communauté. C'est d'ailleurs étonnant, j'ai beaucoup étudié les grands rites communautaires, je me suis aussi penché sur les rites d'interaction goffmaniens, mais là, c'est la première fois que je m'intéresse vraiment aux rites personnels et même intimes. Donc ma première partie s'intitule Muse, Man Zemani, considération générale, précision théorique et méthodologique. Écrire n'est pas un acte incident. Cela requiert une préparation mentale et intellectuelle, mais créer, c'est d'abord créer les conditions de la création. Je vais partir de ce postulat pour interroger dans cette communication les procédures de ritualisation de l'écriture, dans notre cas académique, dite création intellectuelle. Je ne m'intéresserai pas aux œuvres, la lune, mais je vais vous demander de regarder le bout de mon doigt, prosaïquement peut-être, afin de prendre en compte la matérialité de la création intellectuelle.
Il ne faut pas considérer l'écriture comme un allant de soi. L'écriture, j'entends par là la production de quelque chose d'original, sous-entendant dans notre cas de s'être confronté aux résultats du terrain et de l'enquête, à de l'analyse de corpus et aux travaux des auteurs qui nous ont précédés, pour en faire sortir un écrit synthétique et original. Immanquablement, l'auteur écrit dans un petit théâtre intime qui enclôt, borde et au sein duquel l'écriture sera produite, l'œuvre sera engendrée. Ce théâtre ne s'épuise pas dans sa matérialité, agencée précautionneusement, il a des visées, parfois, propitiatoires, conjuratoire. Il confirme qu'écrire se fonde sur un dispositif induisant un rapport à l'espace et au temps, à ce que l'écriture convoque, à ce avec quoi elle compose. Habituellement, deux écoles s'opposent quand on évoque la production d'écrits par un auteur. L'école européenne du démiurge, où une inspiration descendrait sur l'auteur, s'emparant en quelque sorte de lui, pour en faire le vecteur d'une création transcendante. On n'est là pas loin de l'idée de possession, CF le démon de l'écriture. L'écriture relève de quelque chose de magique, c'est un processus qui met en contact avec des dimensions supérieures, le monde des muses, la sphère éthérée des idées. Et puis, il y a l'école technique de tradition nord-américaine, celle des ateliers d'écriture, que tiennent sans vergogne la plupart des grands auteurs américains dans les universités, qui s'oppose à la tradition européenne plus mystique. Il y a là des implications épistémologiques. Toutes les définitions du rite nous rappellent que celui-ci instaure un rapport au sacré. Donc, inscrire l'écriture dans un processus rituel, c'est la sacraliser, en faire le résultat d'un sortilège. A contrario, la techniciser, c'est la désacraliser, en faire quelque chose de procédural. On verra qu'on est quand même là face à une sacralisation assez relative, car rapidement, tic, toc, manies et superstitions entrent en ligne de compte. Sont-ce encore des rites ou des formes dégénérées de ceux-ci ? On y reviendra plus loin. En tout cas, bien des auteurs expliquent que leur activité de production de textes se fonde sur un dispositif précis, sur un con-texte, sur un contexte méticuleusement organisé et qui sera la condition et le garant d'une écriture efficace. Le dispositif ainsi créé est véritablement, j'y reviens, propitiatoire. Bien sûr, une part importante de ritualisation entre en ligne de compte afin de mettre en condition de création. Heure de la journée, matin, nuit ou soir, brouhaha ambiant, certains écrivent dans les cafés, ou silence absolu, une certaine musique et pas une autre, lieu précis, organisation de l'espace, orientation du bureau, organisation de celui-ci, objet particulier voire fétiche, tel stylo ou ordinateur, boisson, café, thé, alcool, voici tout un ensemble d'éléments participant d'un dispositif ritualisé, dès lors que les éléments deviennent sine qua non dans une perspective de produire un écrit original. Derrière ces éléments de contexte, ce n'est rien moins qu'une médiation que ces petits rites exercent, remplissant alors pleinement leur fonction symbolique. Me concernant, et si je faisais dans cette conférence, et pour le dire comme Bourdieu, l'esquisse d'une auto-analyse, c'est vrai que finalement je suis parti de mes pratiques à moi, j'en parlais il y a juste un an avec Myriam, je ne peux écrire, et là je vous fais une vraie confidence, je ne peux écrire que le matin, de 7h30 à 10h30, en écoutant Glenn Gould jouant Bach au piano, et avec un bureau organisé de manière parfaitement rectiligne. Si un objet, et c'est très névrotique, si un objet est comme ça sur le bureau, je ne pourrais pas écrire. Donc je commence par vraiment tout bien mettre rectiligne et après symétrique et après les choses peuvent éventuellement venir. Voilà. Alors, ma méthodologie, et bien des auteurs, je vais vous en parler, ma méthodologie, donc l'enquête s'est fondée sur la lecture de témoignages d'auteurs célèbres, mais aussi sur l'administration de questionnaires et d'entretiens avec une douzaine d'auteurs en sciences humaines et sociales, tous auteurs de plus de 5 livres en leur nom propre, qui ont apporté des éclairages précieux et finalement convergents, j'y reviendrai tout à l'heure, quant aux dispositifs et contextes propices à leur activité de réflexion et de création. Alors, deuxième partie, position, disposition, dispositif. Verbatims anecdotes et
Vous demandez à monsieur Google Images des bureaux d'auteurs et vous avez effectivement énormément de bureaux qui sont assez intéressants et signifiants. Alors, le rapport des écrivains au processus créatif a été fort bien documenté dans sa dimension historique, littéraire et même anecdotique déjà par les médias. Demander à un moteur de recherche de trouver des références sur le lien auteur-rite d'écriture fait remonter énormément de liens et d'images, énormément de dossiers faits par des journaux régulièrement. Une foule d'anecdotes illustre les articles et les reportages réguliers des médias sur le sujet. De même, existe une foule d'anecdotes plus ou moins drôles et intéressantes quant au type d'écriture des grands de la littérature ou des sciences sociales et humaines. Alors allons-y pour un petit tour en ritualité, mais aussi en manie et superstition. Donc Alexandre Dumas, par exemple, écrivait ses essais ou ouvrages de non-fiction sur du papier rose, ses romans sur du papier bleu et ses poèmes sur du papier jaune. Victor Hugo écrivait debout et, paraît-il, nu. La rumeur dit qu'il confiait un jour ses vêtements à un valet, lui ordonnant de ne lui les rendre que lorsqu'il aurait accompli son travail quotidien. Ernest Hemingway écrivait 500 mots quotidiens et travaillait de très bonne heure afin de ne pas être importuné par la chaleur. Comme Lewis Carroll ou Virginia Woolf, il écrivait debout, mais seulement après avoir taillé tous ses crayons. Alors à l'époque, n'autorisait pas effectivement l'ordinateur et le traitement de texte. Truman Capote se décrivait comme un auteur complètement horizontal. Il ne pouvait écrire qu'allongé, sur son lit ou un canapé, avec café et cigarette à portée de la main. Stephen King écrit 10 pages par jour, 365 jours par an. Dans son ouvrage On Writing, A Memoir on the Craft, il explique tous ses rituels comme le fait de travailler face à un mur afin d'éviter tout élément de distraction. Alors que Victor Hugo écrivait en hauteur, debout, et devait surveiller les allers et retours les va-et-vient dans la maison afin de... Philip Roth crée en marchant et prétend parcourir plus d'1 kilomètre par page écrite. Il sépare scrupuleusement vie privée et professionnelle, travaillant dans un studio qu'il a fait construire en dehors de sa maison, loin de la fenêtre, afin d'éviter toute distraction. De Max Gallo à Joyce Carol Oates, de Hemingway à Kennedy, la plupart des écrivains prolifiques sont des lève-tôt. Très tôt même, Jean-Marc Robert se levait à 4 heures du matin, Gilles Le Gardinier se met au travail dès 3h30 précises du matin. Pour la plupart des auteurs qui ont gardé un travail salarié, le petit matin est un moment privilégié, celui où la conscience est le plus en éveil, après que la nuit a fait son travail pour lui faire infuser les idées de la veille. Pour Thierry Hess, auteur du Cimetière américain, si on veut écrire, il faut, dans la vie ordinaire, instaurer un temps qui n'est plus tout à fait celui de la vie ordinaire. Explique celui qui, avant de commencer son travail à 4 heures du matin, se met en voix, VOIX, en lisant un quart d'heure durant des pages dites énergétiques. Ça va de Faulkner à Homère en passant par Shakespeare. Pour trouver la voix, pour se mettre en voix X. Dominique Fabre confie ne pas pouvoir écrire chez lui. Sa famille n'y est pour rien, mais il lui faut un lieu anonyme. Un atelier, une chambre de bonne ou d'hôtel, la maison d'un collègue parti en vacances. Tout sauf le domicile. Philippe Besson interdit à quiconque de pénétrer dans sa tanière sans son autorisation. Délivrée exceptionnellement et réservée à quelques rares proches privilégiés, dont la femme de ménage, cette autorisation est rigoureusement assujettie à la présence de l'auteur dans les lieux. J'accompagne le visiteur, je le suis et le surveille, confie-t-il, dans un sourire qui trahit l'angoisse de l'effraction du huis clos. Et on n'a malheureusement pas le temps, mais on pourra analyser donc tous ces bureaux d'auteurs. Il y aura une belle analyse à faire en voyant le désordre organisé, c'est un oxymore, je sais, en voyant comment la documentation, le bureau, la lumière, etc. sont agencés. Alors, troisièmement, rite, tic et toc, pour tout trouble obsessionnel compulsif, bien sûr. Plus largement, quels sont les points communs des auteurs ayant répondu à mon questionnaire, dans lequel je me suis inclus? D'abord, il y a quand même, quand on écrit, quand on veut produire quelque chose d'original intellectuellement, il y a un rapport au temps. Et dans le temps, j'entends 3 choses. L'heure, matin, nuit, après-midi, saison parfois. Un auteur m'a dit n'écrire qu'à une certaine saison. Il commence un livre au début d'une saison, il rend à l'éditeur à la fin de la saison
saison, par exemple, ou à la fin de la saison suivante. Voilà. Ou l'été, voilà, ça va être propice, bien évidemment, l'été, soit ne rien écrire, soit beaucoup écrire. Donc un rapport au temps, en termes d'heures ou de saison, de durée. La plupart m'ont dit qu'ils ne peuvent pas écrire dans l'urgence. Il faut une séquence de quelques heures, 2 à 3 heures au moins, libre devant soi, afin de pouvoir créer. Et puis un rapport à la lenteur et à la fulgurance. Je mets en branle des choses, et puis soudain, la fulgurance va faire que les choses vont venir. On revient au démiurge que j'évoquais tout à l'heure et à l'inspiration ou au muse tout simplement. Alors il y a un rapport au temps, il y a un rapport à l'espace, le lieu, chez soi, pas chez soi, un bureau fermé, huis clos très très souvent, chambre d'hôtel, lieu anonyme, etc., café, Walkman pour être coupé du monde avec un certain type de musique. Donc à l'espace, lieu, bureau particulier, agencé, produit, organisé d'une certaine manière. Ensuite, c'est un lieu souvent enclos et déjà mentalement. Alors la musique, et notamment le casque, peut permettre de créer un espace qui, avant d'être matériel, est un espace véritablement mental. Je travaille de plus en plus dans le train. Pour peu que j'ai une séquence longue dans le train, on arrive avec de la musique à se mettre dans des conditions, effectivement, de travail. Voilà, donc on peut évoquer le principe de la nidation, d'une espèce de thébaïde mentale et matérielle qu'on va rejoindre afin de produire. Tous les auteurs m'ont évoqué des objets particuliers souvent indispensables, tel crayon, tel stylo, tel papier, tel ordinateur, soit des accessoires, un lutrin, par exemple pour écrire debout, soit de même des objets fétiches, la photo d'un être cher, un objet qu'on a ramassé dans un lieu, un coquillage, une pierre, une feuille, etc., induisant un rapport superstitieux à l'acte d'écrire. Donc il y a du symbolique en ce sens que ce dispositif va disposer précisément, faire le lien, la jonction avec une autre dimension, un autre espace-temps. Je reviens au petit théâtre intime, car il y a quelque chose de l'ordre de la scénographie et d'une esthétique. Il y a de même une action sur le corps, systématiquement, soit contraint, il va être nu, il va être affamé, il va être mis dans un lieu froid. Je ne sais plus quel auteur américain n'écrit que dans une pièce où il fait très froid, afin d'être pleinement concentré, de ne pas être dans le confort. D'autres vont être avec un corps abandonné. Ils vont écrire dans un lit, voire dans une baignoire pour certains. Donc le corps va s'abandonner ou il va être contraint. Mais en tout cas, il y a toujours une action exercée sur le corps. Produire un écrit, ce n'est pas un pur esprit qui produirait l'écrit. C'est un corps qui est dans des conditions physiques de confort ou d'inconfort. Et puis, il y a l'exercice d'une médiation, bien sûr, vers l'inspiration. Alors, derrière les anecdotes que j'ai pu évoquer tout à l'heure, on perçoit qu'il convient de lutter contre l'angoisse de la page blanche et favoriser l'impulsion créative ou créatrice. Bien des rituels d'écriture procèdent de la pensée magique, mode de pensée existant notamment chez l'obsessionnel et caractérisé par le mécanisme suivant: si je pense, fais ou dis cela, il va arriver cela. Selon la définition de Franck Lamanière dans Manie, peurs et idées fixes. Alors, pour prendre une définition canonique du rite, puisque je ménageais mes effets en parlant de rite sans l'avoir tout à fait défini, on pourrait dire que le rite est une parenthèse sociale se fondant sur un rapport particulier instauré au temps et à l'espace, à l'identité de même, on en a beaucoup parlé hier, sur un dispositif théâtral et une action exercée sur le corps, l'exercice d'une médiation symbolique et la célébration de valeurs. On pourrait ajouter que dans l'idéal, le rite met dans des conditions mentales particulières qui ressortissent de l'énergie, de l'exaltation, de la communion. Et on a en tête les grands écrits de Durkheim ou des grands anthropologues sur la dimension dynamogésique en quelque sorte du rite qui va mettre dans des conditions véritablement particulières. Eh bien, et c'est pour ça que j'amène la définition seulement maintenant, eh bien, à certains égards, la définition du rite voit des correspondances entre justement ce que je viens de dire et les traits communs décrits par les auteurs pour être en condition d'écriture. Car les dispositifs ritualisés des auteurs remplissent des fonctions précises et précieuses. Vouloir ou devoir écrire, c'est se soumettre à un paramètre inconnu. Va-t-on y arriver ? Va-t-on arriver à écrire ?
On connaît la peur de la page blanche, on connaît les retards légendaires des grands auteurs bloqués. Il y a une hantise, une épreuve en tout cas, dans le fait de devoir écrire. Un plaisir aussi, un bonheur même, il ne faut pas l'éluder. Bien sûr, le psychologue ou le psychanalyste évoquera ici la névrose, tant il peut y avoir quelque chose de névrotique dans l'organisation sourcilleuse d'un environnement devenant la condition sine qua non à la production, autant qu'au bien-être, à la réassurance de l'auteur. Mais les rites d'auteur constituent des garde-fous qui contiennent, on revient étymologiquement à l'étymologie des rites, ritus, ordre prescrit, orientent, prédisposent, tout en mettant en contact avec une autre dimension. Et on rejoint la dimension magique et religieuse, ou en tout cas sacrée du rite. Il y a une dimension tout à la fois mystique et une alchimie qui est revenue souvent dans les témoignages, alchimique. On rentre quelque chose, on va transmuer pour que quelque chose de différent et de supérieur en sorte. Voilà. Donc il y a une dimension alchimique, métaphoriquement, présente dans bien des témoignages d'auteurs. On pourrait évoquer l'étincelle créatrice, le pneuma, le souffle. Plus largement, j'ose affirmer qu'il y a quelque chose de chamanique dans l'évocation et la tentative de maîtrise de force et de puissance à l'œuvre dans le processus de création intellectuelle ou artistique. Et puis on sent vraiment à l'œuvre aussi une dialectique de l'ordre versus le désordre, d'un tohu-bohu à organiser, renvoyant à des traditions bibliques ou initiatiques et faisant de l'auteur un agent passant, voire un démiurge. Beaucoup décrivent l'état second dans lequel les place l'écriture quand les choses sont lancées. Alors, il y a dans ces rites d'écriture et dans le dispositif quelque chose de liminal, au sens turnerien, car les auteurs se situent tout à la fois à la marge, à côté d'eux et au seuil. À la marge de la société, écrire revenant toujours à écrire seul. À côté de la vie ordinaire, tous les auteurs s'accordant à reconnaître que l'écriture est un moment dense, intense, mais un moment volé en quelque sorte à l'autre vie quotidienne et ordinaire, au seuil d'une inspiration qui peut-être adviendra si le dispositif et les dispositions deviennent un creuset propice. De même, les rites contiennent, dans une perspective fonctionnaliste ramenée à l'individu, les turbulences interstitielles, le stress face à l'inconnu évoqué. La ritualisation de l'écriture, l'éthique de l'écrivain souligne bien la nécessité d'un filet psychique. Il y a d'autant plus de rituels qu'il y a d'incertitudes, analyse le psychiatre Christophe André, auteur de Petites angoisses et grosses phobies. Ce bordé sans chlore de rite ramène à voir le topoi prendre appui sur un topos. En conclusion, eh bien, au terme de ce parcours, la certitude à écrire moi-même et à avoir enquêté des auteurs est que l'acte d'écrire est une expérience tout à la fois intime et ultime qui s'épanouit dans un contexte ritualisé au contexte de production du texte. L'écriture, chez certains auteurs, relève d'une épreuve. On se confronte on s'affronte soi-même. Écrire est une expérience intellectuelle autant que physique qui peut s'apparenter à une auto-initiation. Entrer dans la carrière d'auteur, c'est s'inscrire dans un champ. Je renvoie bien sûr à la condition littéraire de Bernard Lahire, avec tout un ensemble de relations d'acteurs et d'agents, un système de validation et de légitimation. Mais avant tout, à la base, devenir auteur, c'est prendre rendez-vous avec soi-même. Bref, c'est en écrivant qu'on devient auteur. Certains parviennent à procéduriser l'acte d'écriture, mais pour la plupart, cela relève d'un artisanat et d'une ascèse, de quelque chose à conquérir qui régénère et épuise, qui vide comme s'il y avait un transfert d'énergie vers quelque chose de différent et de supérieur, l'œuvre. Le bénéfice secondaire, c'est que se vider en écrivant remplit et comble même, une fois dépassé les affres de la création. Cette pratique de soi est psychagogique.
c'est-à-dire formatrice de l'âme, pour le dire de manière platonicienne. Elle permet de mieux se connaître intérieurement. C'est en ce sens que j'évoquais une auto-initiation. 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. L'atelier de mon titre renvoie bien à l'artisanat. Un lacanien conseillerait à l'écrivain littérature. En 3 mots, littérature. Et je viens de parler de 100 fois sur le métier. Pour revenir aux bénéfices secondaires freudiens, je rappellerai en conclusion avec Paul Morand aux auteurs tourmentés, si je déteste écrire, j'adore avoir écrit. Je vous remercie de votre attention.